Aujourd'hui, troisième leçon de notre MOOC sur le design thinking. Nous allons détailler l'approche particulière du design thinking dans le projet et l'organisation particulière qu'elle induit. Nous allons démontrer pourquoi cette approche de design est aujourd'hui un mode de management de l'innovation reconnu et qui ne se résume pas à faire des murs de post-it ou ne se pratique pas non plus sans designer. Donc avant de parler de design thinking, il nous faut repréciser quelques petites notions autour des activités du designer. Rappelons que de créateur de modèles pour les arts de la table dans le sud de l'Angleterre au milieu du 19e siècle, on est passé à la notion d'esthétique industrielle, puis de design industriel pour une plus grande intégration des process de production. Donc l'activité du design investit à peu près tous les biens de consommation, que ce soit les équipements ferroviaires, les machines de production, mais aussi les services. Finalement, la notion de design management émerge, puisque les sociétés industrielles, les sociétés de services en comprennent les enjeux, y compris stratégiques. Et donc, du design management, nous allons arriver à la notion de management de l'innovation par le design, et aujourd'hui, ça s'appelle le design thinking. Donc je vous propose un petit tableau qui vous permet de remémorer les principales étapes d'évolution de ces pratiques du design industriel, qui nous permettent effectivement de comprendre pourquoi on peut aujourd'hui parler de design industriel, et de parler de design management, et de parler de design thinking. Donc on ne peut pas parler de design thinking sans évoquer ce fameux petit livre de Tim Brown, Change by Design, qu'on a traduit curieusement par la pensée design, avec un sous-titre bizarre qui précise que le design thinking est trop important pour être laissé aux seules mains des designers. Donc pourquoi ce sous-titre est apparu sur l'édition française, mais bon, peu importe. Bref, il nous faut effectivement parler de Tim Brown. Grâce à lui, le design thinking est resté dans le champ du design. Puisqu'en fait, c'est suite à une conférence qu'il a tenue en décembre 2007 à Stanford, qui avait pour titre Strategy by Design, ou comment le design permettait de bâtir des opportunités d'innovation. Et après qu'il ait constaté, juste quelques mois plus tard, des tentatives de récupération par des écoles de management et d'ingénieurs, de création de masters de design thinking sans aucune présence de design ni aucune culture de design, et de consultants également, qui d'un seul coup faisaient du design thinking, évidemment sans technique et sans savoir. Et il a donc écrit ce livre, Change by Design. Donc en 2009, la pensée design est ainsi portée par un designer, merci à Tim Brown, qui a pris un peu de recul par rapport à l'entreprise IDEO pour être porteur en fait du message de la pensée design et finalement du design thinking. Il collabore maintenant régulièrement avec l'université de Stanford et à différentes parutions, telles par exemple Harvard Business Reviews. Mais est-ce que le design thinking est une innovation? Une question qu'on pourrait se poser. Alors cette méthode d'organisation, en tout cas du projet design, qui est reconnue comme une des plus performantes pour des projets d'organisation sociale, d'innovation de rupture, de développement d'activités dans un cadre de développement durable, par exemple, pour citer les dernières preuves d'application du design thinking. Il faut quand même rappeler que, par exemple, la prise en compte de l'humain et de l'utilisateur a toujours été au centre, en fait, des préoccupations du designer. Avec le design thinking, on dit par exemple qu'au lieu de se demander comment résoudre un problème, on se demande pourquoi on a ce problème. Il n'y a rien de nouveau en fait dans la manière qu'a un designer de considérer un projet. Et en fait, ce changement d'approche suffit bien souvent à trouver des idées neuves. C'est ce que explique Mikko Kämmeräinen, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est PDG de l'agence finlandaise de création Provoke. Intéressant le nom de cette entreprise. Donc, design thinking est-il une innovation? Pas vraiment, puisqu'en fait, l'idée de la pratique de projet qui inclut le design dans un contexte pluridisciplinaire doit être favorisée. Elle n'est certes pas nouvelle, mais la modélisation de cette pratique de projet, elle, est quand même plutôt récente. Et de là, d'ailleurs, on peut faire une légère critique de l'ouvrage de Tim Brown, dans lequel, en fait, est absente une définition finalement assez claire de la pratique du projet de design thinking et d'une définition des métriques d'évaluation, par exemple, et aussi, plus largement, d'une temporisation, un cadencement du projet. Ce que nous avons donc tenté de modéliser avec l'équipe pluridisciplinaire d'IDEA. Alors, il y a différents niveaux d'implication du design thinking dans le projet,
et qui correspondent d'ailleurs assez précisément à différents niveaux d'implication du design en général dans les pratiques de projet des entreprises. Et là, je vous propose un petit document qui synthétise tout ça de manière extrêmement claire, issu des travaux de Lucy Kimball. Voilà, synthèse des différentes approches du design thinking. Pas m'étendre sur le commentaire de ce tableau, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre les objectifs de l'entreprise, les objectifs du design sont adaptés, et que, de fait, la dimension, l'importance stratégique de la question posée au design, évidemment, est en rapport avec la qualité de la question posée par l'entreprise. Et on voit qu'il y a des différences entre des problèmes organisationnels, des problèmes juste de création ou des problèmes de ressources. Donc, pour en revenir aux spécificités de l'approche design thinking, une des idées porteuses est qu'on ne peut considérer de répondre à une question posée, un problème à résoudre, sans la considérer dans un aspect plus large, contextuel, environnemental, voire social. Ainsi, on parle d'une approche systémique. Donc, cette approche désigne un mode de pensée qui prend en compte une sphère élargie qui dépasse largement la dimension de l'entreprise, la dimension du projet, et qui pourtant sera le domaine d'activité réelle, le domaine d'application réelle, plus exactement, du projet dans son contexte. Donc en fait, on ne peut être réfractaire qu'à la seule approche cartésienne. On va compléter cette approche cartésienne du projet par des approches un peu plus intuitives qui nous permettent d'intégrer beaucoup plus l'humain. Bref, on va parler davantage de système qu'un objet résolu dans un espace isolé. Donc le design thinking nous permet d'aborder une notion importante dans l'innovation, et les stratégies d'innovation générale, c'est la complexité. Alors vous avez compris que nous allons travailler dans un champ pluridisciplinaire, si possible, assez élargi. Le problème, c'est que sans organisation, on risque de produire suffisamment de données ingérables et de faire une espèce d'énorme sac de nœuds dont on ne saura pas quoi faire pour développer en fait la suite du projet. Mais il se trouve que le design thinking, dans le modèle que nous avons développé ici à IDEA, est une approche extrêmement en fait organisée, partageable, parce que le but du jeu, c'est que si on est pluridisciplinaire, il faut être facilement partageable, de la pratique du projet et de son évaluation tout au cours de la durée et du déploiement du projet. L'approche de Tim Brown repose sur trois grands thèmes, trois grandes dimensions des données en fait d'un projet. La viabilité, la faisabilité, la désirabilité. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois mots. Alors, la désirabilité comporte tous les éléments liés aux données émotionnelles, culturelles, de marque, d'identité, beaucoup d'éléments qui sont difficilement mesurables, mais qui sont vraiment essentiels. Regardez par exemple aujourd'hui l'évolution des publicités pour les automobiles, qui partagent énormément d'éléments communs. Il y a des moteurs communs entre Mercedes et Renault, il y a l'électronique commune entre des Coréens et des entreprises européennes. Où se fait la différence aujourd'hui? Vous voyez bien, essentiellement sur les facteurs émotionnels. Tout le monde a pratiquement des bons véhicules à mettre sur le marché. Donc aujourd'hui, dans un contexte mondialisé où la technologie se standardise, vous comprenez bien l'importance stratégique de cet enjeu-là. Et alors la viabilité, donc, elle reste reliée à l'économie, bien évidemment. Elle prend en compte des éléments financiers, économiques, évidemment celle du marché. Quant à la faisabilité, enfin, elle concerne les données techniques, technologiques, énergétiques. En gros, si on essaye de cartographier en fait, ce modèle, vous voyez, c'est très simple. On a trois sphères, mais ce qui est intéressant de voir sur ces trois sphères, en fait, ce sont les zones de recouvrement. Par exemple, l'innovation par l'usage, qui est entre la sphère désirabilité et la sphère faisabilité, ou l'innovation de process, dont on ne parle pas assez souvent, entre faisabilité et viabilité. Et puis l'innovation émotionnelle, qui se trouve entre désirabilité et viabilité. Enfin, si on a une réponse qui est particulièrement riche, particulièrement fouillée, on peut avoir une réponse globale qu'on va appeler innovation expérientielle, qui est la zone de recouvrement de ces trois catégories d'innovation possibles. Alors bien souvent, le designer rentre par la sphère désirabilité, va travailler en fait par l'usage pour donner sa réponse, pour enfin produire de l'innovation émotionnelle. Et au sein de l'organisation du projet Design Thinking, évidemment, on se dote de tous les savoirs, de tous les métiers, de toutes les techniques pour faire au mieux, bâtir au mieux cette réponse-là globale à la demande posée. Donc selon les projets, l'innovation sera principalement positionnée sur une des zones de recouvrement, deux, plus rarement trois.
Donc, je les rappelle, les zones de recouvrement entre deux groupes de données représentent des espaces à forte potentialité d'innovation et peuvent être le fruit d'une réflexion stratégique. Est-ce que je vais principalement innover par l'usage? Est-ce que je vais principalement innover sur l'émotionnel? Ou est-ce que je vais principalement innover sur le process? Ce sont des questions purement de stratégie. Et on le voit bien quand je disais sur la première leçon qu'il nous était important de connaître la stratégie d'une entreprise pour mettre en place un projet de design et a fortiori un projet de design thinking. Là, nous sommes au cœur de cette question-là. On a vu aussi que la mise en place d'un projet de design thinking, de ces méthodes de travail-là, interrogeait l'organisation du projet et donc interrogeait l'organisation de l'entreprise. Comment rendre en fait cette potentialité créative organisée, partageable, modélisable? C'est ce que nous allons voir par la suite, par le détail. Donc le design thinking se veut, on le présente en tout cas souvent comme ça, est une approche d'innovation par les usages. En cela, il ne se différencie pas tellement finalement des pratiques de design classiques, mais tout en maintenant une prise en compte avec les aspects de faisabilité et de viabilité. Et là, c'est peut-être effectivement une différenciation assez facile à comprendre. Donc le design thinking, c'est vrai, on peut dire qu'il n'est pas forcément l'apanage des seuls designers, bien évidemment, puisque nous sommes dans une pratique pluridisciplinaire, mais il n'y a pas de projet de design thinking sans inclure effectivement le design, ne serait-ce que pour maîtriser cette dimension émotionnelle, comme vous l'avez compris, peut faire la différence dans des secteurs économiques et industriels extrêmement importants. Alors, si on veut donner quelques exemples, quelques preuves du design thinking, on va revenir à l'université de Stanford et ces laboratoires de recherche par le design thinking qui sont en fait une volonté de la fondation Hasso-Plattner, la fondation d'un industriel milliardaire américain qui a en fait dit à Stanford, ça serait vraiment bien que je vous donne de l'argent pour bâtir en fait des laboratoires de recherche par leur design thinking. Vous voyez, c'est intéressant. On retrouve un petit peu là cette conjonction entre industriels qui ont une vision et universités, donc sur les pratiques de savoir et de formation, et puis on fait appel finalement à d'autres domaines qui sont les sciences sociales et le design. Ça peut rappeler un petit peu ce qui s'est passé avec le mouvement Art Nouveau en France et dans le monde. Mais c'est un modèle à développer, puisque, comme je le disais, on manque d'organisation temporelle du projet, de métrique et de mode opérationnel partageable. Donc le mode qu'on va vous proposer de design thinking, il va reprendre la structuration du mode projet, développé par rapport à toutes les entrées qui sont inhérentes au design thinking, sur le plan notamment des sciences humaines et sociales, sur le plan de l'usage de démonstrateurs vérifiés avec des utilisateurs réels, etc. etc. Et on vous définira les objectifs de production phase par phase. Là, je vous mets en illustration un schéma qui est très largement diffusé. Évidemment, pour entrer dans une pratique de projet de design thinking, il va falloir le détailler. Qu'avons-nous vu aujourd'hui ? On a compris d'où venait le design thinking, qu'il est bien issu effectivement d'une longue histoire d'évolution des métiers, comme nous l'avions déjà abordé à la leçon précédente. On a compris que ça interrogeait les modèles organisationnels, non seulement dans le mode projet, mais dans l'organisation des entreprises. Nous avons vu que l'humain était au cœur, et nous avons vu que c'était un des rares modèles de management de l'innovation qui permettait d'associer l'émotionnel par rapport à la viabilité et la faisabilité. Donc on commence à en voir les aspects opérationnels. Ça sera le détail de notre prochaine leçon.